Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes. On est reparti pour quelques minutes et c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver ici. J'espère que vous êtes toujours bien en ma compagnie et que vous avez eu ces derniers temps des trucs cool à lire et à voir. Je connais la question qui brûle vos lèvres. Le scooter passera-t-il encore sous ma fenêtre pendant l'enregistrement? Aura-t-il droit à son coucou? Eh ben on va voir ça. Il est passé à chaque fois, alors j'espère qu'il va pas manquer le rendez-vous, même si j'enregistre après 18h et que c'est le couvre-feu. Aujourd'hui, je vais parler dans le Tu sors ou je te sors de Robin Hood Origin en comics, en manga Shikabana et en VOD The Color Out of Space, entre autres parce qu'il est possible qu'on parle d'un peu plus de trucs. Parce qu'une fois encore, j'ai lu en masse et il faut que je partage tout ça avec vous. Voilà, donc il y a encore une araignée qui traîne par là, et possiblement un singe aussi. Après, on va passer à la boîte de chocolat, avec les prochaines sorties, qu'on sait jamais sur quoi on va tomber, mais un petit peu quand même. Et avant de passer au partage, comme d'habitude, qui clôture le podcast, on va se faire une petite nouveauté avec du vieux, et donc cette nouvelle rubrique s'appellera Les temps anciens, où je mettrai en avant une lecture ou un visionnage du passé, et aujourd'hui on va parler d'un chef-d'œuvre de l'univers Batman. Et donc, pour finir, le partage avec une bonne série bien sympa comme on aime. On va donc commencer les loulous. C'est le tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais il faudra prendre une décision. Et aujourd'hui, on va parler de Robin Hood Origin, paru le 15 janvier 2021 aux éditions Réflexion, et ça fait partie de la série Grimm Fairy Tales. Au dessin, nous avons Larry Watts, Dan Glasl et Rob Dumeau. Scénario de Pat Shend. Robin avec un Y, pas un I. Si jamais vous voulez chercher sur le web, c'est plus facile à trouver si vous mettez le Y. On a une belle couve, signée par Stepan Sejic, qui est clairement le plus connu de toute la team. Les autres n'ont pas fait d'immenses carrières dans le comics, alors que le Steph, il nous a fait le Harleen, par exemple, scénar des 5 couleurs, je sais pas si vous vous souvenez. Je pense que ça fait de lui celui avec la plus grosse notoriété, juste avec ça. Donc une belle couve, où on y voit une jeune demoiselle, capuche sur la tête, flèche dans la bouche, arc bandé armé d'une flèche en feu. Une belle cicatrice sur le visage et un œil crevé, ça donne le ton. Donc oui, dans cette histoire, Robin, avec un Y, est une femme qui, disons-le d'emblée, a une vie de merde. Maman malade, père violent, elle est obligée de se débrouiller comme elle peut et de façon plutôt désespérée pour survivre et payer un traitement à sa petite maman. Ça l'a forgée, la gamine. Arrivée au lycée, c'est pas forcément mieux, elle est pas la plus populaire, mais elle sait se défendre et son caractère bien trempé va la mener à se frotter au caïd du bahut, protégé par la fonction de son papa, et donc il se permet d'être un bon gros connard. Elle finit à l'hosto et, dans le même temps, dans un monde parallèle, le royaume de Myst connaît des jours relativement malheureux à cause d'un homme qui lui aussi est un bon gros connard. Pour les sauver, une magicienne fait venir celle qui peut arranger les choses, mais qui ne fait pas partie de ce monde, et bien évidemment cette personne est Robin. Elle arrive donc dans un monde médiéval où la magie existe et va rencontrer des personnes qui vont l'aider à combattre l'oppresseur du peuple de Myst. Alors c'est pas le scénar de l'année, mais franchement c'est audacieux, déjà de remplacer Robin des Bois par une femme, et en plus c'est énergique. Au niveau dessin, c'est pas la panacée, en fait ça dépend vraiment de qui est dessus. Quand c'est Rob Dumeau, c'est très bien, avec des traits plus francs et bien soulignés, les visages sont plus lisibles, rien de foufou mais c'est propre. Par contre quand c'est Larry Watts, je trouve que c'est moins efficace. Je parlais des visages avant, justement parce que je les trouve pas top du tout avec Larry, je sais pas trop pourquoi, certainement les proportions, les traits plus confus. Par contre, les coloristes sauvent un petit peu son travail. D'ailleurs, je dirais même que les coloristes en général dans ce bouquin ont fait du super boulot et relèvent clairement le niveau quand les dessins sont moyens. Attention, j'ai pas la prétention de dire que je ferais mieux, pas du tout. Je suis une grosse pine comparé à eux, même à Larry, mais c'est pas mon métier le dessin et je comprends que leur notoriété ne soit pas des plus évidentes. Bon, en tout cas, l'action est là, tout au long. On aime bien voir ce qu'ils font des persos du monde de Robin des Bois, même si c'est vrai qu'on le survole. Ils ne se sont pas embêtés avec des détails. Mais bon, ça reste sympa de les voir et je pense que c'était surtout l'occasion de réécrire un mythe ultra connu à la sauce 21e siècle, quoi. C'est clairement une histoire de vengeance, c'est bien rythmé et c'est déjà hyper bien. On passe un bon moment, c'est une lecture facile et sans prise de tête. De base, c'était Zenescope en 2014 qui éditait les titres Robin Hood et la collection Grimm Fairy Tales aux États-Unis, où il féminise d'ailleurs tous les titres. Van Helsing par exemple, et ils rendent les héroïnes plutôt badass.
Et chez nous, c'est donc Réflexion qui s'en charge, et franchement, c'est pas mal du tout. On retrouve les différentes illustrations des covers à la fin du livre, les pages sont pas trop transparentes, c'est de bonne facture. Donc j'ai bien aimé lire Robin Hood Origins, je pense qu'on aura le droit au Robin Hood Wanted d'ici peu de temps, à voir si Réflexion s'est lancé dedans ou pas. Peut-être même qu'ils nous offriront les titres du Grimm Universe, à voir et à suivre donc. On part sur un bon 3,75 sur 5. Oui, je mets des quarts et des trois quarts de notes, parce que ça vaut plus que 3,5, mes petits potes. Toujours en comics, mais en bref, j'ai lu le Spider-Man du monde Gamerverse, le cast de Black Cat, sorti le 13 janvier, un comic book Marvel, donc Panini Comics, de Dennis Hopeless Alum. Alors oui, Hopeless c'était son pseudo, mais il signe maintenant de son vrai nom depuis qu'il est sur la licence Gamerverse avec le Spider-Man Villanger. Au dessin, nous avons Luca Maresca et Rachel Rosenberg à la couleur. Donc on parle d'un livre qui reprend l'histoire du jeu vidéo Spider-Man qui était sorti sur PS4, plus précisément du DLC qui s'appelait Le Casse, et qui mettait en scène Felicia Hardy et Hammerhead. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de gens dans ma rue alors qu'il est à peu près 18h47, et ils s'en battent les couilles du confinement et du couvre-feu, donc si vous les entendez, j'en suis vraiment désolé. Désolé. Si vous avez joué au jeu, effectivement, on retrouve vraiment la même ambiance, surtout sur les premières planches. Ici, on a donc un trio amoureux, ou presque, puisque Spider-Man, actuellement en couple avec Mary Jane, et MJ, va croiser la route une nouvelle fois de la Chatte Noire, qui est accessoirement son ex. Celle-ci vole des clés USB, la première étant dissimulée dans une œuvre d'art se trouvant dans un musée, c'est d'ailleurs la scène d'ouverture. Alors que notre tisseur préféré essaye de l'arrêter, elle lui explique que Hammerhead détient son fils, ce qui va donc pousser Peter à se poser la question suivante. Bordel, est-ce que j'ai bien mis une capote ? Ah, une autre question, bordel, comment je dis ça à ma meuf actuelle ? Wesh. C'est donc une situation délicate pour Spidey qui, entre deux bastons, se torture pas mal l'esprit. Faut dire que sa relation avec Felicia est pour le moins ambiguë et qu'il doit faire un choix entre l'aider ou la livrer aux forces de l'ordre. C'est mignon, MJ est sympa et son rôle dans cette histoire est assez important. Il y a une vraie tension entre Black Cat et Spidey. On sent le malaise, les dessins le retranscrivent super bien, les combats... Bon, ils existent. Ils sont pas là pour grand chose, ils sont plus là pour fignoler l'histoire que pour l'action réelle en fait. On se concentre plus sur les relations de notre ami araignée que sur l'action pure et dure, et de ce côté, c'est réussi. Les dessins sont canons, les couleurs aussi, avec beaucoup de jolis dégradés, et les couves de Sana Takeda sont juste magnifiques. Donc on retrouve sur les 5 chapitres à chaque fois une planche faite par ses soins, et franchement c'est beau. Voilà, un 4 sur 5 pour ce titre bien sympathique de Spider-Man, qu'on n'attendait pas forcément. On passe au manga, et pour commencer, Shikabana, Fleur de cadavre. Le deuxième tome est sorti chez Glénat Manga le 6 janvier 2021. C'est un seinen de Kei Monri sur une histoire de Nojo. Le premier tome nous racontait l'histoire un peu tragique de Tsuyu, qui vivait avec sa petite amie, et que cette dernière perd la vie dans un accident de la route. Une étrange lettre lui indique à Tsuyu qu'il ne faut pas incinérer le cadavre, et qu'un miracle peut se produire. C'est alors qu'effectivement, Misore revient à la vie, mais est-ce vraiment elle ? Dans le premier tome, on apprend donc que les morts peuvent revenir à la vie, et on les appelle les Kuroe. Ils peuvent être très violents, il n'y a qu'à voir la tronche de Tsuyu après s'être frotté à l'un d'eux. D'ailleurs, ce combat va lui laisser des séquelles, puisqu'il a été infecté et est maintenant un mort errant. Le premier tome m'avait vraiment plu, même si, disons-le tout de suite, c'est moche. C'est très moche. Je suis vraiment pas fan des dessins, je les trouve brouillons, d'ailleurs la couve passe bien, parce qu'elle est en couleur et qu'elles sont assez marquées ces couleurs. Mais sans ça, elle ne serait pas top, je pense. Mais bon, l'histoire est bien. On suit d'abord la relation de Tsuyu et Misore, ils sont mignons comme tout, puis le récit prend une tournure tragique, et l'action se met en place doucement. C'est un peu gore, mais le fond reste quand même une histoire attachante d'amour et de refus de perdre l'autre. Donc c'est un peu triste forcément, mais c'est ce qu'on cherche en lisant ce titre. Maintenant, le tome 2. Alors là on est passé à autre chose. Tsuyu arrive dans la 4e section où le personnel est composé en partie de morts errants et d'inspecteurs qui font équipe. Et là, ça devient clairement plus fouillis. On a une flopée de nouveaux qui arrivent, qui sont à peine introduits, et un nouvel antagoniste qui sert juste à nous faire comprendre pourquoi il y a des Kuroe à Kyoto, mais c'est pas très bien mené. Du coup, tout va très vite, Tsuyu se retrouve à faire équipe avec une morte errante du nom de Soufflé. Oui, drôle de nom. Je ne sais pas qui lui a soufflé.
Je suis drôle hein. Oui, je suis drôle. Bref, ça va trop vite, soufflé et pleine d'énergie, presque trop, on comprend pas où va le récit, il ne prend pas le temps de poser les choses et du coup ça devient aussi brouillon que les dessins. Donc quand le tome 1 nous laissait penser qu'on avait une histoire romantico-horrifique avec un héros torturé psychologiquement, là on a juste un actionneur moyen qui va à 100 à l'heure et qui grille tous les feux et se moque de percuter celui qui traverse la route. Il y a une histoire d'amour pourtant, en parallèle de Tsuyu et Misore, mais elle sonne pas top et donne plus l'impression qu'on essaye de nous dire que l'amour est au centre de l'histoire sans y arriver. Grosse déception donc, même si j'ai envie de savoir la fin, hein, et je me demande bien comment ça va se terminer, sachant que c'est en 3 tomes, donc le prochain sera le dernier. J'ai un peu peur que ça aille encore plus vite dans le dernier, et donc que ce soit ultra bâclé. Peut-être que les éditeurs ont mis la pression aux créateurs de ce manga, ce qui est fort probable. En fait, j'en sais rien, hein, je sais pas, mais j'imagine. En tout cas, ça partait hyper bien, puis ça dégringole avec ce tome 2 qui veut trop en faire et qui laisse pas la place à son intrigue initiale. Dommage, donc un 2 sur 5 pour ce tome 2, quand le tome 1 avait 4 sur 5, je pense. On verra bien comment ils vont clôturer cette histoire, le dernier tome devrait sortir en avril. On reste sur le manga, même si je vais pas m'étendre non plus sur le sujet, mais j'ai tellement attendu et je me devais de vous faire le point sur Saiyukiden, je vous en ai parlé 1 million de fois, je n'en pouvais plus. Il est sorti le 20 janvier 2021 chez Pika, et c'est une œuvre de Katsuya Terada. C'est pas la première fois, comme je vous disais, que Saiyukiden sort, c'est une réédition. Mais il n'y avait pas la fin dans la première édition, et donc j'étais pressé, comme jamais, de connaître la fin. Avant de vous parler de ça, on va déjà parler des dessins. C'est tellement magnifique. C'est tout en couleurs, c'est chiadé, l'atmosphère est bien pesante, c'est sale, ça transpire, c'est énergique, on adore. Le récit, lui, est coupé en plusieurs parties, et le voyage, le périple, est super mouvementé. On a donc le roi singe, Sun Wukong, qui cherche à éclater la tronche du Bouddha Shakyamuni, qui se trouve en Inde. Il fait route avec Sanzang, qui est l'être qui l'a libéré et se trouve dans le corps d'une nonne bâillonnée, à moitié à poil. Et il y a aussi un cochon qui ne pense qu'à la bouffe, et une tête de démon qui parle et les accompagne. Ils vont avoir pas mal d'embûches sur leur chemin, et on prend plaisir à voir les planches, les détails, l'action est folle, c'est vraiment à chaque case une nouvelle œuvre d'art. Je survole, on en a déjà parlé, donc je vais vite. Bon, le récit, maintenant, là aussi, je vais être expéditif, j'ai toujours pas la fin. La fin, nom de nom, c'est l'enfer. Je ne connaîtrai donc jamais la suite de cette histoire, et on ne verra jamais Wukong affronter Shakyamuni. C'est tellement frustrant. Du coup, ça restera un livre à avoir non pas pour l'histoire, mais bien pour le plaisir de regarder les différents tableaux qui ornent chaque page. Un peu déçu, mais ça reste un bel ouvrage, avec une préface et un avant-propos plutôt intéressant. Et la fin, il y a une interview super riche, donc je vais mettre un 3,5 sur 5 à cause de la frustration de ne pas avoir la fin. Et du coup, on va pouvoir passer au ciné, mes petits potes. Et en ciné, j'ai vu Color Out of Space, donc toujours pas en ciné, en VOD, excusez-moi, ou La couleur tombée du ciel, qui est donc une adaptation de la nouvelle de Howard Phillips Lovecraft. C'est sorti il y a un petit peu de temps, mais bon, je voulais quand même en parler parce que j'aime bien HP. Donc c'est sur Amazon Prime depuis le 6 septembre 2020, et je dirais que contrairement au livre, on est plus sur un film d'épouvante horreur que sur une œuvre de SF. Richard Stanley réalise ce film, après une bonne pause, Il n'a pas énormément de films à son actif, mais on peut citer Hardware quand même. C'est avec Joely Lee Richardson, qu'on a vu dans la série Nip Tuck, Madeleine Arthur, et surtout Nicolas Kim Coppola, plus connu sous le nom de Nicolas Cage. Alors je vais essayer de parler de ce film en oubliant que j'ai lu Lovecraft, de le considérer comme l'œuvre cinématographique qu'il est, plutôt que comme l'adaptation du récit qu'il tente d'être. Oui, ça commence pas top. Ensuite, c'est pas dit que je me retienne de parler du livre et de les comparer, on verra si le cœur m'en dit. Allez, on commence. On a une sympathique petite famille, les Gardner, qui viennent d'emménager dans la maison d'enfance du père de famille. On comprend rapidement qu'ils ont vécu des épreuves et qu'ils sont en train de s'adapter à leur nouvelle vie. C'est alors qu'une couleur particulière tombe du ciel et atterrit dans leur jardin. Une étrange météorite vient de se loger dans le sol de leur propriété. Suite à ça, l'environnement autour de leur maison change, le comportement des animaux est étrange, et la famille n'y échappe pas non plus. Bon, on commence le film sur une ado qui essaye de conjurer un mal par le biais d'un sortilège, ou d'une prière somme toute occulte. Faisant face à une étendue d'eau, elle souhaite éradiquer le cancer de sa mère, entre autres, et arrive pendant le rite un jeune homme
qui gêne alors notre petite apprentie sorcière. Donc rien de bien foufou, hein, c'est pas une scène de sorcellerie, c'est juste une petite qui semble s'intéresser à des forces magiques. Le jeune homme se présente en tant qu'hydrologue et se nomme Ward Phillips, sûrement en rapport avec Howard Phillips Lovecraft. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Leur échange est court, mais les regards, les remarques, ouh, ils se kiffent, les coquinous là. Il y a de l'électricité dans l'air entre ces deux-là. Ensuite, on découvre la famille. Le père qui a des alpagas et qui est interprété par Nico. La mère qui fait du télétravail, le petit dernier en a mis des binocles qui font plus loupe qu'autre chose, et le grand frère qui se moque de sa sorcière de sœur, gentiment. La famille paraît sympathique, bien que très caricaturale. Ah, et Sam le chien. C'est assez rare de voir Nicolas jouer le rôle de père de famille normal d'ailleurs. Hein. Puis arrive donc la fameuse nuit où la météorite va s'écraser dans le jardin de la petite famille. Une belle lumière rose, oui c'est rose, hein, parce qu'une couleur indéfinissable en fait c'est rose pour le réal. Le petit dernier qui a un comportement étrange, qui semble sentir quelque chose arriver, Sam le chien qui aboie, et les parents qui font leur affaire et ne voient rien avant le gros badaboum et le cri du gamin. Bon c'est pas moche, hein, j'adore le rose, les effets de lumière sont sympas. Le gros caillou qui au départ n'est rien de plus qu'un gros caillou, va finalement altérer les choses qui l'entourent, à commencer par les sols, les plantes, les fruits, etc. Tout ce qui entoure l'emplacement de la météorite va être modifié jusqu'à arriver à la famille Gardner. Leur comportement, la notion du temps, les sens, tout va être troublé. Puis, un petit accident. Ah oui, là, il y a peut-être un truc qui cloche, se dit donc une partie de la famille. Notre ami hydrologue aussi est inquiet, et son étude sur l'eau semble peu rassurante. À partir de là, la descente aux enfers commence. Comment vont-ils surmonter les phénomènes qui se produisent autour d'eux? Bah ça je vous laisse voir si vous voulez regarder le film. Alors on va commencer par Nico, il est en roue libre, hein, le petit père, le rôle du daron qui élève des alpagas. Non mais je sais pas trop quoi dire, tellement c'est affligeant. Je pense que ça peut être un bon acteur, Nicolas, quand il est bien dirigé. Là, on lui a dit de faire du Nicolas Cage. On lui a dit, vas-y mon pote, tu peux y aller. Alors il en fait des tonnes et c'est ridicule. Pourtant, c'est lui qu'on attend le plus, hein, mais il a tellement joué dans des navets ces derniers temps que maintenant, je pense qu'on l'a perdu. La fille sorcière, ça sert à rien, à part à montrer un exemplaire du Necronomicon. La femme, bon, son cancer, on sait pas trop à quoi ça a servi de le mettre là, dans le scénar, c'est plus qu'anecdotique. Et le petit, il est marrant, bon. Et le grand frère, un peu geek, c'est le seul qui est normal, entre très gros guillemets. Ward, il sert à rien du film. D'ailleurs, les débuts où ils semblent se plaire mutuellement avec la petite sorcière bien aimée, ça non plus, ça n'amène à rien. En fait, le meilleur dans ce film, c'est Sam, le chien. Bon, c'est pas non plus le pire film, hein. C'est pas moche à regarder, j'aime le rose, donc ça m'a plu. On va dire, pour trouver un truc bien, que les décors sont pas dégueux, et que les effets gore marchent plutôt bien, les idées graphiques peuvent plaire, je pense. Et là, j'ai pas comparé l'œuvre de Lovecraft, hein, et en fait, je peux pas le faire. Ça n'a absolument rien à voir. Mis à part la pierre qui est tombée et cette étrange force qui pousse les choses à changer, rien ne correspond au récit original, adapté à notre époque, ok, mais de là à changer le cadre, les protagonistes, la fin, tout, en fait, ils ont tout changé, c'est vraiment pas le livre que j'ai lu. En fait, Lovecraft arrive à écrire l'indescriptible, l'indicible, l'innommable. Il sait faire de la folie un personnage à part entière et nous faire frissonner avec du vide. Là, il y a énormément d'informations visuelles, mais très peu d'éléments qui donnent de la substance au récit. C'est juste faire du gore avec une base Lovecraftienne. Alors je suis pas réalisateur, mais dans le livre, la couleur n'existe pas dans notre spectre, elle est indéfinissable, elle est pas rose. Du coup, la première idée que j'aurais eue, c'est de faire un film en noir et blanc, pour que le spectateur, donc moi dans le cas présent, ne sache pas ce qu'il voit, qu'on soit perdu comme le sont les personnages de l'histoire. Et pourquoi faire un voisin farfelu? Ça ne sert à rien. Il est censé être celui qui raconte l'histoire, en tout cas dans le livre, et qui voit le déclin de ses amis, de ses voisins. Là, il est juste au fond du jardin, il boit du café en slip. Voilà, super. En fait, si le film s'inspirait de La couleur tombée du ciel, je comprendrais, mais là c'est vendu comme étant l'adaptation, donc ça peut pas fonctionner. Lovecraft nous laisse nous faire notre propre idée de l'horreur, là on nous la montre. C'est pas parce que c'est suggéré que c'est moins effrayant, au contraire, hein. Et ça, le film, il y arrive jamais. On n'a pas spécialement peur la nuit, alors qu'on devrait. On devrait avoir peur de l'inconnu, mais là, on a juste une famille qui devient maboule et qui fait des choses incohérentes. À aucun moment on ressent quoi que ce soit pour eux, et nous, on n'a pas un soupçon de frayeur.
On a le droit à un peu de gore, bien fait, faut dire, hein. C'est très bien fait, mais ça s'arrête là. Donc encore une déception, et un réal qui se casse les dents s'attaquant à une œuvre trop puissante pour être adaptée, comme souvent avec Lovecraft. J'entends bien évidemment que si on n'a pas lu le livre, ça reste un film où on ne s'ennuie pas, et qui a une esthétique très forte, surtout au vu du petit budget, dont je pourrais être client. Mais d'avoir connaissance de l'œuvre d'origine, ça m'a perdu, et mes attentes étaient forcément trop grandes pour un film qui n'est pas à la hauteur. 2 sur 5 pour ce film, et je me pose la question, qui arrivera à faire un film potable en partant d'une nouvelle ou d'un roman de H.P. On en a fini avec le tu sors ou je te sors les petits potes. Il est temps d'ouvrir la boîte de chocolat. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et on va commencer avec More Than Mortal, dont je vous parlais la semaine dernière et dont les 2 premiers tomes ne sortiront pas en même temps finalement, et la date pour le premier est repoussée à mars et avril pour le deuxième, semblerait-il, mais je vois des dates partout qui ne sont pas les mêmes. Voilà, ça change selon les sources. En tout cas, sur ce que Réflexion communique, c'est celle que je viens de donner. Bon sinon, le 24 février sortira chez Delcourt Rachel Rising, une réédition du comics indé de Terry Moore. Rachel Beck se réveille comme une jolie fleur et sort son bras de terre en pleine forêt. Forêt qui se trouve à côté de la ville de Monson. Et qui est réputée pour avoir vu brûler pas mal de sorcières. Elle ne se souvient pas de grand-chose, mais ses yeux, comme injectés de sang, et la trace de corde autour de son cou, semblent indiquer que ça n'a pas dû être ultra joyeux pour elle avant de se retrouver dans cette situation. En sortant du bois, elle va tomber sur un jeune homme qui va lui proposer de l'emmener à l'hôpital, mais madame préfère rentrer chez elle pour prendre une douche. Classique, je ferai pareil. Le lendemain, elle ira demander de l'aide à son amie Jet, mais elle va se rendre compte que son apparence a changé et qu'on ne la reconnaît plus. Commence alors une quête pour trouver son meurtrier, et sur sa route, elle va croiser pas mal de zozos, tous aussi violents et bizarres que la situation dans laquelle elle est. Je pense notamment à une petite tueuse en série et à sa sœur, mais je n'en dis pas plus. Terry Moore est plutôt une valeur sûre niveau graphique, des traits super fins, des belles lignes en noir et blanc à chaque fois, c'est vraiment canon, donc franchement les potes, vous pouvez aller voir ça, regardez à quoi ça ressemble. Niveau scénar, c'est pas mal non plus. Il est fort à parier que vous allez tomber sous le charme de ce que réalise ce monsieur un peu touche-à-tout, puisque Stranger in Paradise était du genre romance, et Echo, clairement SF. Là, on est dans le récit de sorcellerie, voire d'horreur, donc rien à voir avec ce qu'il faisait auparavant. Le seul lien qu'on peut trouver avec Echo, Stranger in Paradise et Rachel Rising, c'est qu'il met des protagonistes féminins au centre de ses histoires. C'était sorti en 2014, et après ça il avait fait Motor Girl, bon le titre parle de lui-même, c'est sa patte quoi, raconter des histoires de femmes fortes. Après ça il a fait 5 ans, c'est le nom du comics, 5 ans, où toutes ces héroïnes sont réunies. Alors je vais relire avec plaisir Rachel Rising. C'est vrai que certains pourront être déçus de la tournure que prendra l'histoire, puisque ça commence assez fort, mais ça ralentit au fil des chapitres. Je n'y vois pas trop de problèmes perso, mais les quelques échanges que j'ai pu avoir dessus sont assez mitigés. Moi je kiffe bien, donc bon, je vous le conseille. Regardez si ça vous plaît les amis, et essayez aussi de vous intéresser aux autres œuvres de Terry. Le 17 février, chez Panini Comics, un Marvel, Spider-Man de père en fils. Oui, encore Spidey, je suis désolé, en ce moment il y a beaucoup de choses sur l'araignée. On l'aime bien l'araignée, on adore l'araignée. Si vous en avez pas encore entendu parler, je vais le faire et du coup vous en aurez entendu parler. Si je dis ça, c'est parce que ce comics a déjà fait pas mal de bruit à cause de son scénariste. Ces scénaristes, qui sont Joseph Jacob Abrams et Henry Abrams, son fils. Au dessin, la talentueuse Sarah Pichelli et mon chouchou, Olivier Coipel, qui nous fait les couvertures. Peter Parker n'a plus la force de se battre suite à la mort de sa femme, Mary Jane Watson, lors d'un conflit impliquant Spider-Man. Il prend donc sa retraite en tant que super-héros et reprend une vie plus classique pendant plusieurs années. Jusqu'au jour où Ben, leur fils, découvre qu'il a hérité des pouvoirs d'araignée de papa. On est donc sur un récit de père en fils, au sens propre comme au figuré. Il y aura 2 éditions, une couleur classique et une édition collector noir et blanc. Perso, je vais choper la classique, parce que j'aime bien voir le travail des coloristes. Je suis assez curieux de voir ce que le réalisateur de Star Wars 7 et 9 va faire en s'essayant en comics et comment il va s'occuper de Spidey en compagnie de son fils.
On passe maintenant au manga, et le 10, chez Kazé, le tome 18 de The Promised Neverland, le 11 février chez Kurokawa, le tome 3 de Spy X Family, voilà, ça c'est dit, pas la peine d'en dire plus, on est pressé, on aime, point. Le 18 février, déjà on souhaitera l'anniversaire de mon petit frère, et de mon pote Sam aussi, et on ira lire chez Kiyun, Outsiders, premier tome. Alors c'est un shoujo, mais comme je suis une princesse, c'est bon, je peux le lire, j'ai le droit. Outsiders, c'est l'histoire d'Emma, avec un seul M, donc pas Emma, mais bien Emma, qui évidemment est une lycéenne, hein, et n'a plus de nouvelles de sa sœur. Elle mène l'enquête et la retrouve évanouie dans les bras d'un vampire. Vampire qui combat un loup-garou. Oh voilà. Oui, je sais, je suis imitateur, en tout cas j'ai dû l'être dans une autre vie. La chauve-souris aux longues dents va la repérer et l'assommer. À son réveil, elle se rend compte que Tamaki, le vampire, est en fait un collaborateur de la frangine et que le chien-chien est son employé et son protégé. Nos deux amis cohabitent donc en totale clandestinité et de par leur histoire sont amenés à se détruire l'un l'autre. S'ils ne se sont jamais fait repérer au milieu des humains, c'est parce que Monsieur Carotide a le pouvoir de rendre les gens amnésiques. Pratique. Mais ça marche pas sur Emma. Elle va garder leur secret, elle est sympathique dis donc, hein, tout en les gardant à l'œil bien évidemment. Je l'ai déjà dit, j'aime les vampires, donc il ne fallait pas plus que ça pour me séduire. Je vais foncer voir à quoi ça ressemble le 18 février. Je connais pas Akira Kanu, l'auteur de cette histoire. L'auteur et dessinateur. C'est son premier manga, donc on va découvrir tout ça. Coucou le scooter. Coucou. Il est passé. Et on passe maintenant au cinéma dans la boîte de chocolat et on va faire comme les semaines précédentes. On va voir ce qu'on trouve en SVOD. J'arrête de m'étendre sur le sujet des ciné fermés, même si je pleure à l'intérieur. On passe donc à notre nouvelle rubrique, les temps anciens. Accrochez-vous tout le monde, je vais raconter l'histoire des temps anciens aux étrangers. Ah, les temps anciens, l'histoire des temps anciens. Dans cette rubrique, je vais vous parler chaque semaine d'un comics, d'un manga ou d'un film qui ne fait pas l'actualité, mais qui a une certaine importance. On va parler de créations cultes, à rattraper si vous ne les connaissez pas, ou à relire ou revisionner pour le plaisir de voir un chef-d'œuvre. Pour la première, j'ai choisi de vous partager un comics qui, de mon point de vue, est un incontournable de l'univers de Batman et du comics tout court. De mon point de vue et aussi du point de vue de beaucoup de gens, disons-le. Je veux parler de Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland, qui était sorti en 1988. J'avais 2 ans. À la base, ils se sont retrouvés pour faire un crossover Batman et Judge Dredd, sachant d'ailleurs que notre ami Brian Bolland a quand même fait le gros de sa carrière sur le juge. Le projet n'a finalement pas eu lieu. Brian avait l'envie de travailler avec Alan, et lui demanda donc s'il pouvait lui écrire un scénario avec comme personnage central le Joker. Alan Moore accepta, et le résultat qui tient sur 46 pages est une œuvre majeure qui donna un passé au Joker, on ne savait pas d'où il venait avant, et mettait un lien entre le fou maquillé et le héros masqué, qui lui aussi avait vécu la terreur avec la perte de ses parents. Le Joker s'évade de l'asile d'Arkham et il prépare un nouveau plan qui vise Batman, mais indirectement, puisque les principales victimes sont le commissaire Gordon et sa fille Barbara, alias Batgirl, qui suite à un incident, plus qu'au violent dans cette histoire, deviendra l'Oracle. Ça, c'est une autre histoire. Alan Moore insuffle un nouveau souffle au clown, en lui créant donc un passé, qu'on voit par le biais de flashbacks qui entrecoupent le récit. On apprend donc beaucoup sur la descente qu'a vécu le Joker avant d'arriver à être le criminel psychopathe qu'il est devenu. Et psychopathe, je crois qu'il ne l'a jamais autant été que dans Killing Joke, puisque la violence et le machiavélisme dont il fait preuve ici nous font froid dans le dos, j'ai des frissons. Le scénario, bien que court, est excellemment mené et plein de surprises. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous allez voir comme les choses sont menées d'une main de maître, plein de détails et d'étonnantes tournures. Brian a su mettre ce scénario en images, et il met autant de détails dans ses planches qu'Alan Moore dans son récit. Détails qui se trouvent même dans la façon dont il définit les traits des visages et des expressions, c'est assez dingue. Aujourd'hui, les nouvelles versions sont en plus recolorisées par Brian Bolland lui-même, et non par John Higgins, comme lors de sa sortie. Les contrastes sont mieux définis maintenant et donnent un aspect plus moderne. Ça a permis à Brian Bolland de faire de ses dessins ce qu'il avait vraiment en tête en les colorisant lui-même. Coucou le scooter, décidément ce soir t'as envie de passer en bas de ma fenêtre. Les phases de flashback sont super cool, en nuances de gris, avec juste une pointe de couleur de ci de là qui rehausse quelques détails. J'ai découvert ce comics il y a fort longtemps, mais c'était pas ma première lecture de Batman et j'ai été hyper surpris
est conquis dès les premières cases. Le Joker fait vraiment flipper, et ce qu'il réserve à Batman et à la famille Gordon est vraiment sadique, horrible, ignoble. La fin est parfaite et donne donc tout son sens au titre. Franchement les potes, The Killing Joke, c'est un titre qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque si l'univers de Batman vous plaît. C'est court, c'est beau, c'est bien écrit, un super duo pour un super comics. Foncez, regardez Killing Joke. Et on passe à la dernière rubrique, mes petits geekougnous. Ouh là là, je vous mangerai tellement vous êtes mignons. Allez, c'est le partage. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Et dans le partage cette semaine, une série qui m'a fait kiffer, wesh t'as vu, Truth Seekers de Nick Frost, Simon Pegg et Nat Saunders. Avec Nick Frost, Simon Pegg, un peu, Malcolm McDowell et Samson Cayo et encore d'autres personnes. Ça vient donc de Grande-Bretagne, hein, puisque Simon Pegg et Nick Frost sont anglais. C'est dispo sur Amazon Prime Video depuis le 30 octobre. Donc Nick Frost et Simon Pegg, vous les connaissez sûrement, puisqu'ils sont les héros de la trilogie du Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ils ont aussi écrit et joué dans Paul, c'est leur petit bébé. Et puis Malcolm McDowell, vous le connaissez aussi, hein, puisque c'est Alex Delarge dans Orange Mécanique. Si vous le connaissez pas, faut pas qu'on se croise, parce que Orange Mécanique c'est mon chef-d'œuvre, mon film préféré, c'est le numéro 1, il est tout en haut. Donc regardez Orange Mécanique, ne serait-ce que pour la culture, nom de Dieu. Bon, Simon Pegg est ici plus en retrait, hein. Mais Nick Frost tient le rôle principal. Il y campe le rôle de Gus Roberts, qui est installateur internet, mais qui en parallèle de ça s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Et il les filme pour les mettre sur le net sous le nom de Truth Seekers. Il vit avec son papa, joué par Malcolm McDowell. Il a sous sa charge un petit nouveau, un jeune homme noir qui s'appelle Elton John. Voilà, donc déjà rien que ça, j'étais conquis. Lors de leurs différentes interventions, Gus va en profiter pour creuser chez ses clients, pour découvrir les étrangetés qui peuvent les toucher, et va embarquer dans ses pérégrinations le jeune Elton. Ils vont vite être rejoints par une demoiselle qui est hantée, et à eux trois, ils vont tenter de résoudre aussi bien les problèmes d'internet que de bizarreries chez leurs clients, et tout est peut-être lié, l'humanité est peut-être en danger. Bon, c'est un vrai plaisir de retrouver l'ambiance et l'humour propre à Nick Frost et Simon Pegg, même si Edgar Wright n'est pas de la partie à la réalisation, comme dans le trio Cornetto, mais on retrouve bien l'atmosphère qu'on avait dans les films et dans lesquels on les avait découverts. Je me suis bien marré, mais pas que, puisque c'est assez dynamique et bien ficelé. Les personnages sont attachants, que ce soit le père, qui est en désaccord avec Gus, Elton John, le nouveau, qui est un petit peu froussard, mais suit quand même son partenaire dans ses délires, et Astrid, qui lie tout le monde avec son histoire. Les situations sont cocasses, c'est le moins qu'on puisse dire, et on veut à chaque fin d'épisode connaître la suite. C'est en 8 épisodes, et on attend la saison 2, puisque la fin de celle-ci se termine clairement sur un twist qui ne peut pas rester sans réponse. Niveau des images, c'est assez beau, la photographie est très jolie, comme ils savent faire, franchement ça, il n'y avait pas de problème. Au niveau de la réalisation, je pense que Nick Frost a son petit mot à dire, et il sait comment filmer. Je conseille les potes, surtout si vous aimez le duo Shaun of the Dead, et l'humour anglish, qui leur est propre. Voilà les potes, on en a fini pour cette semaine. En attendant qu'on se retrouve d'ici une quinzaine de jours, vous pouvez écouter ou réécouter le podcast sur Deezer, Stitcher, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, etc., etc. Supplément Geek est aussi sur YouTube, si vous préférez écouter sur cette plateforme. On peut se capter sur Instagram, à supplément.geek, et vous retrouverez les photos des comics et des mangas dont on vient de parler. Et je suis aussi sur Twitter, même si je ne suis pas souvent, et vous pouvez tout retrouver sous Geek Supplément. On se revoit d'ici une quinzaine de jours, mes petits geeks et mes petites geekettes. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Bisous bisous. Hasta la vista, baby.